arrêté, le premier consul lui fit savoir qu'il lui suffisait d'avouer qu'il avait vu Pichirou. Pour que toute procédure à son égard fût finie, Moreau répondit par une lettre fort haute. Mais depuis qu'on Pichirou fut lui-même arrêté, que l'affaire prit une tenue sérieuse, alors Moreau écrivit au premier consul une lettre très soumise, mais il n'était plus de temps. Moreau avait en effet conféré avec Pichirou et Georges. Il avait répondu à leur proposition dans l'état présent des choses. Je ne pourrai rien pour vous outre. Je ne saurais pas vous répondre même de mes aides cons, mais défaites-vous du premier consul. J'ai des partisans dans le Sénat, je serai nommé immédiatement à sa place. Vous, Pichirou, vous serez examiné sur ce qu'on vous reproche d'avoir trahi la cause nationale. Ne vous le dissimulez pas, un jugement vous est nécessaire, mais je réponds du résultat. Dès lors, vous serez second consul. Nous choisirons les troisièmes à notre gré et nous marcherons tout de concert et sans obstacle. Georges, à présent que Moreau n'avait jamais connu, réclama vivement cette troisième place. Cela ne se peut, lui dit Moreau. Vous ne vous doutez pas de l'esprit de la France. Vous avez toujours été blanc. Vous voyez que Pichirou aura se l'avait d'avoir voulu l'être. Je vous entends, dit Georges en colère. Quel jeu est ici? Et pour qui méprenez-vous? Vous travaillez donc pour vous autres seul et nullement pour le roi? Si devait honnête. Et si bleu pour bleu, j'aimerais bien mieux que celui qui se trouve. Est-il se séparant fort mécontent, me repris Pichirou de ne plus lui amener ce brutal et ce taureau dépourvu de bon sens et de toute connaissance. Lors du jugement, disait Napoléon, la fermeté des complices, les points d'honneur dont ils honoreront leur cause, la dénégation absolue. Recommandé par l'avocat Sauveron Moreau, interpellé si les conférences, les entrevues qu'on lui reprochait étaient vraies, il répondit non, mais le vainqueur dont Linden n'était pas habitué au mensonge, une jeu soudaine parcourut tous les traits de sa figure qu'un des spectateurs ne fut dupe. Toutefois, il fut absous et la plupart des complices condamnés à mort. J'ai fait grâce beaucoup de ce dont les femmes, aux de vives intercessions pourront pénétrer jusqu'à moi, obtiendront la vie, les Polignac. Monsieur de Rivière et d'autres aurions infailliblement péri. Sont des circonstances heureuses. Il en fut de même des gens moins connus d'une nommée Borel. Lingon et sont morts des Rochelle, qui auront le même bonheur. Il est vrai, remarquait-il, qui reconnuront peu par la suite une telle faveur et qui, s'ils méritaient un compte, d'y à suivre leurs actions, elles ne seraient pas propres à encourager la clémence, l'un d'eux qui, dans cette occasion, devait la vie, principalement aux instances des Murat, est précisément celui qui a mis sa tête à prix en Provence en 1815. S'il a pensé que la fidélité devait l'emporter sur la reconnaissance et le sacrifice du moins aura dû lui être bien pénible. Un autre est celui qui a le plus propagé l'imputation est si ridicule que celle sur Pichirou était absurde. L'assassinat du lieutenant anglais Wright est au milieu de toutes les affaires de Georges Pichirou et Moreau arriva, disait l'empereur, celle du duc d'Enguerrand qui va les compliquer d'une étrange manière et il entra alors dans les détails de celle-ci. Oh, c'est cette dernière circonstance qui m'a porté
dont le temps a déplacé et a renvoyé jusqu'à aujourd'hui la totalité de l'article que je donne en ce moment dont j'ai répugné à aborder un sujet aussi affligeant en lui-même et si douloureux pour un grand nombre de mes connaissances qui avaient en eux des relations directes avec le prince et lui étant personnellement attachés. Je redoutais surtout le malheur de réveiller des trop légitimes douleurs dans une haute personne qui m'en aura jadis de quelque bonté dont le souvenir m'est toujours demeuré précieux. Voilà mes motifs. On les comprendra, on les approuvera. Mais enfin, j'arrive au terme de mon recueil et mon devoir de narrateur fidèle. Mais comment impérieusement ne toucher ce triste sujet? Autrement, on pourrait donner peut-être à mon silence absolu une interprétation qui ne serait pas ma pensée. Toutefois, et pas les motifs déjà exprimés, je m'intéresserai tous les détails que l'on connaît déjà et qu'on peut lire dans les ouvrages cités plus haut. Mon récit serait au fond le même car toutes ces relations sortant également de la bouche de Napoléon et ne me permettraient que quelques-unes des particularités qui sont demeurées étrangères à ces écrits, celles seulement qui tiennent des trop très hauts nuances caractéristiques de Napoléon pour qui je ne me crains pas farci de les mentionner. Cet événement avait dans le temps frappé mon esprit ainsi que toute la masse de Paris. Peut-être l'avais-je ressenti plus vivement que pour mon propre compte, à cause des principes de mon enfance, les habitudes, des relations de ma jeunesse, de la ligne de mes opinions politiques. Alors j'étais loin encore de m'être raillé. Cette première impression m'était toujours demeurée dans toute sa force. Et mes idées sur ce point étaient telles que je n'eusse certainement pas osé prononcer le nom du prince devant l'empereur tant il me semblait qu'il devait emporter avec soi l'idée de reproche. C'est au point que la première fois que je lui entendis prononcer à lui-même, j'en devins rouge d'embarras. Heureusement, je marchais à sa suite dans un sentier étroit. Autrement, il ne peut manquer de s'en apercevoir. Néanmoins, en dépit de toutes ces dispositions de ma part, lorsque pour la première fois l'empereur développa l'ensemble de cet événement, ses détails, ses accessoires, lorsqu'il exposa ces divers motifs avec sa logique serait lumineuse et traînante, je dois confesser que l'affaire me semblait prendre à mes yeux une face nouvelle. Quand il eut fini de parler, je demeurai surpris, absorbé. Je réfléchissais au silence sur mes idées antérieures. Je m'en voulais d'avoir peu au point à répondre en ce moment. Et il me fallut convenir avec moi-même que je me trouvais en effet bien plus forte en sentiment qu'en argument, en objection solide.